Les mains de Derek Vaughan tremblaient tandis qu'il fixait les documents d'assurance enfouis sous les plannings des Pom-Pom Girls, dans le bureau de sa femme. 500 000 $. Sa signature, forgée avec une précision inquiétante. Le formulaire avait été rempli 3 semaines plus tôt, juste au moment où Mélanie commençait à évoquer l'idée d'une escapade romantique à la montagne. L'air vif du Colorado filtrait par les fenêtres de leur maison de rêve tandis qu'ils photographiaient chaque page. 38 ans, marié depuis 15 ans, et réalisant seulement maintenant que la femme endormie paisiblement à l'étage, qui souriait à ses côtés pour Perfect Homes USA, préparait discrètement sa mort. La voix de Derek Melanie descendit de la chambre. « Qu'est-ce que tu fais là-bas, ma belle ?» Il remit les documents en place, son entraînement militaire rendant ses mouvements silencieux et efficaces. Il vérifiait simplement le système de sécurité, lança-t-il d'une voix ferme malgré la glace qui coulait dans ses veines. « Rendors-toi. » Mais le sommeil était la dernière chose à laquelle Dorerick pensait. Pour la première fois depuis des mois, tout était clair comme de l'eau de roche. 3 mois plus tôt, le département des sports du lycée de Pineview débordait d'énergie. Derek Vaughan, le directeur d'éducation physique respecté du lycée et ancien sergent de l'armée, se tenait dans le gymnase à regarder son équipe de baseball s'entraîner. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres tandis que Mélanie laissait son équipe de Pom-Pom Girls s'approcher. « Tu as bonne mine, Thompson », lança Dorerick à un élève de 2e année dégingandé. « Concentre-toi sur le ballon, pas sur la foule. » Le jeune hocha la tête, ajustant sa posture. Les élèves voulaient toujours rendre Derek fier. Ancien combattant décoré, mari dévoué, l'homme qui avait relancé le programme sportif de Pineview en seulement 5 ans. De l'autre côté du gymnase, Mélanie frappa à nouveau bruyamment dans ses mains depuis le haut. « Et Sarah, si tu es encore en retard à ce virage, tu vas faire des tours. » Les Pom-Pom Girls grognèrent, mais obéirent. Mélanie Vaughan était connue pour son perfectionnisme, sa capacité à transformer des adolescents maladroits en athlètes de haut niveau. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière en une queue de cheval impeccable. Sa marque de vêtements de sport, malgré le budget modeste de l'école. « Madame V est intense aujourd'hui », murmura Riley West, l'assistant coordinateur sportif de Derek, tandis qu'il s'approchait en courant avec un bloc-notes rempli de statistiques. À 32 ans, Riley était le genre d'homme qui a atteint son apogée au lycée. Ancien joueur vedette devenu aspirant entrepreneur, toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité. Derek jeta un coup d'œil à sa femme, remarquant la façon dont elle consultait son téléphone entre 2 séances. Elle stressait à cause de la nouvelle entreprise d'uniforme. Elle dit que c'est beaucoup de travail de la lancer, non? L'histoire de la start-up. Le sourire de Riley était trop large, trop affirmé. C'est génial qu'elle poursuive ses rêves, vous savez, vraiment génial. Quelque chose dans le ton de Riley fit s'arrêter Derek, mais avant qu'il puisse analyser la situation plus en détail, les portes du gymnase s'ouvrirent brusquement. Le proviseur Martinez entra avec une femme que Derek ne reconnaissait pas. La quarantaine, tenue professionnelle, un appareil photo hors de prix à la main. Derek, Mélanie, Martinez interpellèrent. Le timing était parfait. Ici Jessica Chen du magazine Perfect Homes USA. Elle est là pour votre interview et votre séance photo. Derek sentit son estomac se nouer. Il avait oublié l'article du magazine, organisé par Mélanie après leur nomination comme couple de l'année par la chambre de commerce locale. Cette reconnaissance l'avait surpris, il n'était pas du genre à faire de la publicité. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. » Mélanie se précipita, son attitude passant instantanément de sergent instructeur à hôtesse charmante. « J'ai complètement perdu la notion du temps. Donnez-moi 5 minutes pour me rafraîchir. » Jessica Chen sourit chaleureusement. « Bien sûr, j'adore le cadre naturel ici. Très authentique. Monsieur Vaughan, pourriez-vous commencer par quelques questions pendant que votre femme se prépare? » Derek hocha la tête, congédiant son équipe d'un geste. Alors que les élèves sortaient, il surprit Riley qui s'attardait près de la porte, faisant semblant de ranger le matériel tout en écoutant aux portes. « Alors, raconte-moi, » commença Jessica en s'installant dans les gradins avec son enregistreur. « Quel est le secret de votre mariage réussi? 15 ans, c'est impressionnant dans le monde d'aujourd'hui. » Derek réfléchit attentivement à la question. « La confiance, je suppose, la communication. Nous avons tous les deux des carrières exigeantes, mais nous prenons du temps l'un pour l'autre. » Mélanie est incroyablement motivée. Son équipe de cheerleading a remporté des championnats d'État 3 années de suite,
et elle lance maintenant sa propre entreprise de vêtements de sport. Ça doit être passionnant. Comment conciliez-vous le soutien à ces rêves d'entrepreneuriat avec votre propre carrière? Tout est une question de travail d'équipe. Dororik jeta un coup d'œil vers le vestiaire où Mélanie avait disparu. Quand l'un de nous doit voyager ou travailler tard, l'autre prend le relais. Elle a travaillé de longues heures ces derniers temps, a rencontré des fournisseurs et des investisseurs. J'admire son dévouement. Jessica hocha la tête en griffonnant des notes. Et vous? Avez-vous des aspirations entrepreneuriales? Pas vraiment. Je suis satisfaite ici. Ces jeunes ont besoin de stabilité, de constance. C'est ce que j'essaie de leur apporter. 20 minutes plus tard, Mélanie en est ressortie transformée. La coordinatrice sportive, un peu anodine, avait disparu. À sa place se tenait une femme qui aurait pu sortir d'une couverture de magazine. Son maquillage était impeccable, sa tenue soigneusement décontractée mais élégante. Ça, dit-elle en se glissant à côté de Dororik sur les gradins et en lui prenant la main. Tu sais comment c'est. Je veux toujours être au top pour mon mari. L'interview se poursuivit pendant 1 heure, Mélanie jouant avec aisance le rôle d'une épouse dévouée et d'une femme d'affaires ambitieuse. Elle parla avec éloquence de leur partenariat parfait, de leurs objectifs communs, de leur lien indéfectible. Nous sommes les plus grands soutiens l'un de l'autre, dit-elle en regardant Dororik avec une adoration convaincante. Je ne pouvais pas imaginer la vie sans lui. Dororik lui serra la main, jouant son rôle. Mais quelque chose le taraudait, sa façon d'accentuer certaines phrases comme si elle récitait des répliques qu'elle avait répétées. Une fois que le photographe eut fini de capturer leur moment. Spontanée à l'école, Mélanie suggéra qu'ils poursuivent la séance à la maison. Leur maison était vraiment digne d'un magazine, une vaste demeure coloniale avec un jardin parfaitement entretenu. Chaque détail était soigné pour projeter succès et stabilité. C'est magnifique, commenta Jessica alors qu'ils posaient dans la cuisine. Tu dois recevoir souvent. Oh, on adore recevoir, répondit Mélanie d'une voix douce. Les copains de l'armée de Derek, mes associés, les familles des autres professeurs. Cette maison a été conçue pour l'hospitalité. Dororik acquiesça, même s'il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'ils avaient reçu quelqu'un. Les associés de Mélanie étaient apparemment toujours trop occupés, et ses amis militaires vivaient dispersés à travers le pays. Leur vie sociale était devenue de plus en plus isolée, ce qu'il attribuait à leurs emplois du temps chargés. À mesure que l'après-midi avançait, Derek se surprit à observer sa femme avec un regard neuf. Chaque geste semblait calculé. Depuis quand est-elle devenue une telle artiste? Une dernière photo, annonça Jessica en les plaçant près de la cheminée. Regardez-vous comme si vous étiez amoureux. Mélanie se tourna vers Dororik, le regard doux et vulnérable. L'espace d'un instant, il aperçut la femme qu'il avait épousée. Jeune, ambitieuse, mais sincèrement chaleureuse. Puis elle disparut, remplacée par une perfection éprouvée. Parfaite, dit Jessica en baissant son appareil photo. Vous êtes absolument parfait. Après le départ de l'équipe du magazine, Dororik et Mélanie nettoyèrent dans un silence complice. Ce n'est qu'au moment où ils se préparaient à aller se coucher que le téléphone de Mélanie vibra et qu'un SMS lui parvint. Travail, demanda Dororik, remarquant la rapidité avec laquelle elle s'empara de l'appareil. Riley confirme juste la réunion d'approvisionnement de demain, répondit-elle, mais Dororik la surprit en train d'effacer le message immédiatement. Tu sais comment il est. Toujours soucieux des détails. Dororik hocha la tête, mais rangea l'observation. En 15 ans de mariage, Mélanie n'avait jamais caché son téléphone. Un autre petit changement qui lui avait échappé. Cette nuit-là, tandis que Mélanie dormait à ses côtés, Dororik fixa le plafond et tenta de déterminer à quel moment les choses avaient commencé à déraper. Les nuits tardives, la nouvelle aventure, la façon dont elle s'était distante, tout en conservant l'apparence de l'épouse parfaite. Ou peut-être était-ce plus simple que ça. Peut-être était-ce dû à la façon dont elle l'avait regardé pendant la séance photo. Non pas avec amour, mais avec le regard calculateur de quelqu'un qui mesure les valeurs. Derek ferma les yeux et se dit qu'il était paranoïaque. 15 ans de mariage après tout. Les gens changeaient, évoluaient, grandissaient. Cela ne signifiait rien de sinistre. Mais au plus profond de lui-même, l'instinct qu'il avait maintenu en vie en Afghanistan commençait à lui murmurer des avertissements qu'il ne pouvait ignorer. 2 semaines après l'interview du magazine, le malaise de Dororik s'était cristallisé en quelque chose de plus difficile à ignorer. Les réunions d'approvisionnement de Mélanie étaient devenues plus fréquentes,
se prolongeant souvent tard le soir. Son téléphone était désormais protégé par un mot de passe, et elle l'emportait partout, même aux toilettes. « Tu es ridicule », murmura Dororik, assis dans son pick-up devant le lycée de Pineview, regardant la BMW de Melanie quitter le parking à 16h30. Elle lui annonça qu'elle restait tard pour travailler sur ses routines de compétition. Mais elle était là, partant avec Riley sur le siège passager. Il attendit 60 secondes avant de la suivre, gardant ses distances. L'armée lui avait appris des techniques de surveillance dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin dans la vie civile, certainement pas pour traquer sa propre femme. La BMW de Melanie quittait la ville vers l'est, loin de tout quartier d'affaires. Les mains de Dororik se crispèrent sur le volant tandis que défilaient des repères familiers. La bretelle d'accès à l'autoroute, le point de vue panoramique où les adolescents amenaient leur rendez-vous, l'ancienne route d'accès à la mine qui menait au Mountain View Motel. Derek se gara derrière une pinède et observa à la jumelle Melanie et Riley s'enregistrer dans la chambre 237. Ils ne transportaient aucun matériel professionnel. Pas de sacoche d'ordinateur portable, pas de valise d'échantillons, pas d'investisseur en vue. Juste la main de Riley sur le bas du dos de Melanie tandis qu'il disparaissait derrière une porte marquée de numéros écaillés. Derek resta assis dans son camion pendant 3 heures, documentant tout. L'heure sur l'appareil photo de son téléphone, les plaques d'immatriculation des autres véhicules, même le numéro de la chambre. Son entraînement militaire avait pleinement fait effet maintenant. Recueillir des renseignements, vérifier les faits, se préparer à l'action. Quand Melanie et Riley apparurent enfin, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, 2 personnes qui avaient passé l'après-midi à avoir une liaison. Les cheveux de Melanie étaient abîmés malgré ses tentatives de les lisser, et la chemise de Riley était froissée d'une manière qui n'avait rien à voir avec les réunions. Derek les suivit en ville où ils se séparèrent sur le parking de l'école. Melanie rentrerait chez elle, se doucherait, s'appliquerait peut-être cette lotion parfumée à la rose qu'elle mettait toujours après le sport. Elle l'embrasserait et lui demanderait comment s'était passée sa journée, et il devrait faire semblant de ne pas savoir où elle était vraiment allée. Mais pas ce soir. Ce soir, Dororik avait des appels à passer. Nat, c'est Derek. J'ai besoin d'un service. Nathan Preston avait été l'ami le plus proche de Dororik dans l'armée, un spécialiste en technologie reconverti en analyse de cybercriminalité civile après sa démobilisation. Si quelqu'un pouvait aider Derek à gérer cette situation discrètement et légalement, c'était bien Nat. Derek, que se passe-t-il? Tu as l'air stressé. Je crois que Melanie a une liaison. Les mots lui semblaient étranges, comme un aveu de défaite. Un silence. Tu penses ou tu sais? Derek décrivit ce dont il avait été témoin, d'un ton clinique et factuel. Nat écouta sans interruption, demandant parfois des éclaircissements sur les heures, les lieux, les comportements. D'accord, dit finalement Nat. Voilà ce qu'on va faire. Ne la confronte pas encore. Ne change absolument pas ton comportement. Je vais te montrer quelques techniques de surveillance de base, et on va rassembler des preuves. Des preuves concrètes, celles qui tiennent la route au tribunal. Je ne veux pas engager de détective privé. Tu n'en auras pas besoin. Crois-moi, mon frère. J'ai déjà vu ça. Si elle triche, elle le fait probablement de manière négligente. C'est toujours le cas quand on se croit plus intelligent que tout le monde. Ce week-end-là, alors que Melanie assistait à une conférence de fournisseurs à Denver, Derek se transforma en détective. Suivant les instructions de Nat, il installa un logiciel de localisation GPS sur la BMW de Melanie. En toute légalité puisque la voiture était immatriculée à leurs 2 noms. Il glissa un petit enregistreur dans son sac à main, caché dans la poche latérale qu'elle n'utilisait jamais. Plus important encore, il commença à surveiller les caméras de sécurité de l'école. En tant que directeur des sports, Dororik avait un accès administratif au système de surveillance. Il n'avait jamais abusé de ce privilège auparavant, mais les temps difficiles exigeaient des solutions créatives. Les caméras ne couvraient pas tous les angles, mais elles en captaient suffisamment. Le lundi matin, Dororik visionna les images de la semaine précédente. Melanie arrivait chaque jour à l'école à son heure habituelle. Mais il y avait aussi Riley qui traînait après les cours, souvent dans des endroits où il n'avait rien à faire. Tous 2 disparaissaient dans des salles de classe vides, pour en ressortir séparément 20 minutes plus tard. Et puis Derek trouva le jackpot. Audio provenant du couloir devant le bureau des sports où Melanie et Riley se croyaient seuls. On ne peut pas continuer comme ça ici. La voix de Melanie était tendue. Urgente.
Quelqu'un va le remarquer. Alors, que veux-tu faire? La réponse de Riley était étouffée mais audible. Annuler tout. Partir. Bien sûr que non. Il faut juste être plus intelligent, plus prudent. Et Derek? Le sang de Dororik se glaça en entendant le rire de sa femme. Amer, calculateur. Dororik n'est pas un problème. Il me fait entièrement confiance. 15 ans de mariage et il croit toujours que je suis l'épouse parfaite. C'est presque pathétique à quel point il est naïf. Mais s'il découvre l'affaire, les transferts d'argent? Il ne le fera pas. Et même s'il le savait, que va-t-il faire? Divorcer? Prendre la moitié de rien. Un autre rire. En plus, je réfléchis à notre stratégie à long terme. Derek a cette assurance vie de l'époque où il était à l'armée. Un demi-million de dollars. Et avec son syndrome de stress post-traumatique et ses maux de tête, eh bien, les accidents arrivent. Les mains de Dororik tremblaient tandis qu'il rembobinait l'enregistrement, s'assurant d'avoir bien entendu. Un syndrome de stress post-traumatique? Quel syndrome de stress post-traumatique? Il avait eu quelques difficultés d'adaptation après son déploiement, certes, mais rien de clinique. Et les maux de tête étaient dus au stress, pas à une maladie sous-jacente. À moins que Mélanie ne se crée un dossier médical inexistant. Il enchaîna rapidement les conversations, reconstituant une image qui lui retourna l'estomac. Mélanie et Riley n'avaient pas seulement une liaison. Ils prévoyaient de créer une entreprise avec des fonds scolaires détournés, avaient déjà détourné de l'argent des fonds de collecte de fonds du programme de Pom Pom Girls et discutaient des moyens d'éliminer Derek de la liste des responsabilités. L'assurance, c'est génial. La voix de Riley grésillait dans le haut-parleur. Surtout avec cette nouvelle police d'assurance que tu lui as fait signer. Le deuil fait vendre, non? Veuve tragique, jeune entrepreneur, peut-être une fondation à sa mémoire. Les gens raffolent de ce genre de choses. Dororik mit l'enregistrement sur pause. Nouvelle police d'assurance. Il n'avait jamais signé de nouveaux documents d'assurance. Ce soir-là, pendant que Mélanie prenait sa douche, Dororik fouilla leur bureau avec une précision chirurgicale. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver ce qu'il cherchait, une demande d'assurance vie portant sa fausse signature, déposée 3 semaines plus tôt. La section des informations médicales était remplie de mensonges, état de stress post-traumatique documenté, migraine chronique, dépression, et même une blessure fictive liée à son service militaire. Mélanie avait accédé à son ancien dossier médical militaire et l'avait embelli, créant le profil d'un homme aux prises avec des problèmes de santé mentale, le genre d'homme susceptible de prendre de mauvaises décisions, le genre d'homme susceptible d'avoir des accidents. Derek photographia tout, puis remit les documents à leur place exacte. Sa femme préparait sa mort et avait soigneusement élaboré le récit qui allait suivre. Mais Dororik avait été méticuleux lui aussi. Et contrairement à Mélanie, il avait été réellement entraîné pour ce genre de guerre. Le lendemain matin, un cadeau inattendu lui fut offert, Mélanie, debout dans leur cuisine, un sourire éclatant et une brochure de voyage à la main. Surprise, annonça-t-elle en glissant la brochure brillante sur le plan de travail en granit. J'ai réservé pour nous une escapade pour le week-end. Cette petite station de montagne dont tu parlais. Eh bien, j'ai enfin réservé. Derek étudia la brochure. La station de Pine Ridge, à 3 heures au nord par des routes de montagnes sinueuses, des chalets romantiques, des sentiers de randonnée pittoresques et l'isolement. Parfait pour un week-end tranquille. Parfait pour un accident. C'est attentionné, dit Dororik d'une voix ferme. Quand? Ce week-end, de vendredi à dimanche. Je sais que c'est un préavis court, mais ils ont eu une annulation, et j'ai pensé qu'on aurait bien besoin de passer du temps ensemble. Juste tous les deux. Son sourire était radieux, convaincant. J'ai tellement travaillé ces derniers temps, et mon mari me manque. Le téléphone de Dororik vibra, un SMS lui parvint. Mélanie y jeta un coup d'œil par réflexe, et Dororik aperçut un éclair de reconnaissance dans ses yeux avant de détourner le regard. Vas-y, dit-elle. Vérifie ton message. Le SMS venait de Nat. Dossier de preuve prêt. On se voit au plus vite. Ne fais confiance à personne. Des trucs pour le boulot, dit Derek en effaçant le message. Rien d'urgent. Tant mieux, parce que ce week-end, c'est juste pour nous. Mélanie se rapprocha, la main posée sur sa poitrine. Pas de téléphone, pas de boulot, pas de distraction. Comme pendant notre lune de miel.
Dororik se força à se laisser toucher par son contact pour jouer le rôle du mari confiant. Ça a l'air parfait. On devrait venir ensemble? En fait, je pensais qu'on pourrait prendre des voitures séparées vendredi matin. J'ai ce rendez-vous matinal avec le fournisseur d'uniformes, tu te souviens? Mais je pourrais te retrouver là-bas avant midi. Bien sûr qu'elle l'a fait. Se donner un alibi. S'assurer que Dororik soit seul sur ses routes de montagne. Il hocha la tête d'un air aimable. Comme tu veux. Après le départ de Mélanie pour l'école, Dororik aplana depuis son camion sur le parking vide d'un centre commercial fermé. On a un problème, dit Derek sans préambule. Elle accélère le rythme. Nat écouta Dororik décrire l'escapade du week-end, les voitures séparées, le décor évident. Quand Dororik eut terminé, il y eut un long silence. Frère, il faut que tu disparaisses ce soir. Viens rester avec moi pendant qu'on réfléchit à la façon de gérer ça légalement. Non. La voix de Dororik était neutre. Sans appel. Je ne me présente pas. Elle veut jouer les trouble-fêtes. D'accord, mais je joue pour gagner. Derek, j'ai un plan, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Cet après-midi-là, Dororik a fait ses préparatifs. Il a visité 3 magasins de pièces détachées automobiles dans les villes voisines, payant liquide de frein, outils et autres fournitures en espèces. Il est passé chez un fournisseur de matériel médical et a acheté des articles qui l'aideraient à survivre à un accident, un rembourrage spécial, une minerve, du matériel médical d'urgence. Plus important encore, il a appelé un vieux copain de l'armée qui dirigeait une société de sécurité privée. Marcus, c'est Derek Vaughan. J'ai besoin d'une faveur et j'ai besoin que ça reste dans l'ombre. Derek, mec, ça fait des années. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai besoin d'un véhicule d'échange. Quelque chose qui ressemble à mon camion, mais avec de meilleures caractéristiques de sécurité. Et j'ai besoin d'un mannequin de crash test qui pourrait me servir en cas de faible luminosité. Marcus est resté silencieux un instant. Derek, dans quel genre de problème es-tu? Le genre où faire les choses dans les règles me fait éliminer. Peux-tu m'aider ou pas? Oh oui, je peux t'aider. Quand en as-tu besoin? Vendredi matin arriva avec une chaleur inhabituelle et un ciel cristallin, parfait pour une escapade romantique à la montagne. Derek chargea son matériel dans ce qui semblait être son camion habituel, mais qui était en fait le véhicule spécialement modifié de Marcus, équipé de dispositifs de sécurité de niveau militaire et d'une protection contre les chocs suspects. Mélanie sortit de la maison, superbe dans sa tenue décontractée de marque. Son sac de voyage était parfaitement rempli. Elle s'approcha du camion de Derek et se pencha par la fenêtre pour un baiser d'adieu. « Conduis prudemment », murmura-t-elle contre ses lèvres. « J'ai hâte de te voir à la station. » Dororik la serra contre lui, se souvenant de ce moment. Après 15 ans de mariage, ce serait la dernière fois qu'ils se toucheraient en tant que mari et femme. « Je t'aime », dit-il, et il le pensait. Il aimait la femme qu'elle était avant que l'avidité et l'ambition ne empoisonnent tout ce qui les unissait. « Je t'aime aussi », répondit-elle. Et Dororik perçut le mensonge dans sa voix comme une note discordante. Il traversa lentement la ville, s'assurant d'être visible par les caméras de sécurité de l'école, le système de surveillance de la banque, les feux de circulation, établissant un calendrier qui lui permettrait de partir à l'heure prévue, suivant l'itinéraire prévu. Mais à 20 minutes de la ville, Dororik s'arrêta sur une aire de repos et changea de véhicule. Marcus l'attendait avec le vrai plan. Derek prendrait un autre véhicule pour se mettre en sécurité, tandis que le camion modifié continuerait à gravir la montagne en pilotage automatique, programmé pour s'écraser à un endroit précis où la survie serait possible, mais improbable. « Tu es sûr de ça ?» demanda Marcus tandis qu'il transférait les effets personnels de Dororik dans le véhicule de remplacement. « Elle veut un mari mort ?» Le sourire de Dororik était froid. « Militaire. Elle peut en avoir un pendant environ 48 heures. » L'accident se produisit exactement là où Dororik l'avait prévu. Un virage serré avec une forte pente, une couverture cellulaire minimale et des délais d'intervention se mesurant en heures plutôt qu'en minutes. Le camion a quitté la route à angle droit, dévalant le talus avec suffisamment de violence pour détruire la plupart des preuves, mais pas au point d'empêcher toute survie. À l'arrivée des premiers secours 3 heures plus tard, ils ont trouvé exactement ce que Dororik souhaitait, un véhicule accidenté, des traces de sang et un corps impossible à identifier sur le terrain. La victime a été héliportée à l'hôpital général de Denver dans un état critique, inconsciente et non identifiable en raison d'un traumatisme facial.
Pendant ce temps, Dororik, assis dans la planque de Marcus, regardait les reportages télévisés sur sa propre disparition, planifiant méthodiquement la destruction de sa femme. Le plus dur n'était pas de simuler sa disparition. Le plus dur était d'assister à la performance de Melanie devant les caméras. Elle est arrivée à l'hôpital en larmes. L'épouse endeuillée parfaite. Son maquillage était parfaitement taché. Ses vêtements de créateur étaient froissés par la prétendue ruée vers son chevet. Elle veillait dans la salle d'attente, recevant les condoléances de ses amis et collègues avec une grâce et un calme gracieux. Il venait me rejoindre en voiture, a-t-elle raconté aux journalistes qui avaient eu vent de l'histoire. Nous étions censés passer un week-end romantique ensemble. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Derek regarda sa femme mentir au monde avec le talent d'une actrice chevronnée et sentit les derniers vestiges de culpabilité s'estomper. Ce n'était plus la femme qu'il avait épousée. C'était une prédatrice qui portait le visage de sa femme depuis Dieu sait combien de temps. Phase interminée, murmura Derek en attrapant son téléphone. Place à la phase 2. Nat Preston fixait les dossiers médicaux sur l'écran de son ordinateur. Ses doigts volaient sur le clavier tandis qu'il créait un fantôme numérique. Pour le monde extérieur, Derek Vaughan luttait pour sa vie dans une unité de soins intensifs de Denver. Son état était trop critique pour recevoir des visiteurs autres que sa famille proche. La réalité était bien différente. Combien de temps pouvons-nous tenir le coup ? Demanda Dororik en étudiant les photos de surveillance de ses propres préparatifs funéraires, depuis la sécurité de l'établissement sécurisé de Marcus, à 40 mètres de là. Aussi longtemps que vous en aurez besoin, répondit Nat sans lever les yeux de ses écrans. J'ai de faux dossiers médicaux mis à jour toutes les 2 ou 3 heures. Des interceptions de communication du personnel hospitalier, et même de faux rapports d'évolution pour Mélanie. Pour autant que l'on sache, tu es inconscient, tu souffres d'un grave traumatisme crânien et de blessures internes. Derek examina les photos plus attentivement. On y voyait Mélanie, vêtue de noir élégant, choisir des fleurs pour ce qu'elle pensait être sa cérémonie commémorative. Son visage exprimait une tristesse légitime, mais Dororik pouvait lire le calcul dans son regard, la façon dont elle se positionnait pour susciter un maximum de compassion. Elle a déjà contacté la compagnie d'assurance. Poursuivit Nat en sortant un autre jeu de documents. Elle a déposé une demande d'indemnisation préliminaire en invoquant la police qu'elle a falsifiée, mais voilà le plus intéressant, il ne verse pas encore d'indemnité. Derek se pencha en avant. Pourquoi pas? Parce que quelqu'un les a informés anonymement d'une fraude potentielle. Il leur a envoyé des copies de documents prouvant que les informations médicales étaient falsifiées. Le sourire de Nat était prédateur. C'est drôle comme ces choses-là se passent. Comment Riley gère-t-il la pression? Comme l'amateur qu'il est. Regardez ça. Nat a sorti des relevés bancaires montrant une série de transactions de plus en plus désespérées. Riley transférait de l'argent entre ses comptes, essayant de brouiller les pistes qu'il n'avait même pas remarquées. 3 jours après l'accident de Dororik, il avait tenté de retirer 50 000 $ en liquide. De l'argent volé au programme sportif de l'école. Il panique, a observé Dororik. Bien. Les gens paniqués font des erreurs. En parlant d'erreurs, votre femme a été très occupée. Nat a ouvert une nouvelle fenêtre montrant son activité sur les réseaux sociaux. Elle a créé une page GoFundMe pour vos frais médicaux. Elle a déjà récolté 30 000 $. Derek a étudié la page avec fascination. Mélanie avait écrit un message déchirant sur leur histoire d'amour, leur rêve d'avenir, le poids écrasant. De pertes potentielles. Les commentaires étaient remplis de sympathie et de soutien de la part de personnes qui ignoraient totalement qu'elle finançait sa célébration de la liberté. Elle a également rencontré des avocats, a ajouté Nat. 3 cabinets différents la semaine dernière, pour des questions de planification successorale, prétendent-ils, mais je suppose qu'elle cherche déjà des moyens d'accéder à des actifs qui ne seraient pas bloqués par une succession. Derek se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les montagnes du Colorado où sa femme pensait qu'il était mort. Et l'entreprise là-bas? Une start-up. C'est là que ça devient intéressant. Nat a sorti les documents de l'entreprise et les dossiers financiers. Mélanie Athletic LLC a été constituée il y a 2 mois, avec Riley comme président et votre femme comme PDG. Ils ont des investisseurs en ligne, des commandes anticipées de 3 districts scolaires et un contrat de fabrication avec une entreprise en Caroline du Nord. Derek s'est détourné de la fenêtre. Tout cela financé avec de l'argent volé. Exactement. Et voilà le plus beau dans tout ça.
Sans vous pour approuver les dépenses du département des sports, les écarts comptables commencent à apparaître. Le conseil scolaire pose déjà des questions sur les fonds manquants. Un calendrier? Encore une semaine. Peut-être 2, avant que tout ne s'effondre. À moins qu'ils ne puissent remplacer l'argent rapidement, ils risquent tous deux d'être accusés de détournement de fonds. Dorerick sourit froidement. Alors, mieux vaut s'assurer qu'ils ne puissent pas le remplacer. Ce soir-là, Derek passa son premier coup direct. Utilisant les techniques que Nat lui avait enseignées, il accéda au compte personnel de Riley et lança une campagne méthodique de sabotage financier. Rien d'illégal de visible, juste des manœuvres stratégiques qui ressemblaient à de mauvaises décisions d'investissement et à de la malchance. Les crypto-monnaies de Riley disparurent suite à une faille de sécurité sur la plateforme d'échange. Sa cote de crédit s'effondra du jour au lendemain lorsque plusieurs paiements importants furent mystérieusement retardés. Son compte d'investissement souffrit d'une série de transactions malencontreuses qui semblaient être ses propres décisions. En 72 heures, Riley West passa de la planification de son avenir financier à la course effrénée pour couvrir ses dépenses courantes. La pression se fit immédiatement sentir. Derek observa, à travers les images de surveillance, Riley arpentait le parking de l'école, se disputant avec quelqu'un au téléphone. Ses gestes étaient frénétiques, désespérés. « Je me fiche de ce que tu dois faire. » La voix de Riley résonna clairement. Le flux audio que Nat avait établi. « Nous avons besoin de l'argent de l'assurance maintenant. Aujourd'hui. Demain au plus tard. » Dorerick n'entendait pas l'autre partie de la conversation, mais il pouvait deviner. Mélanie essayait de calmer son partenaire tout en gérant sa propre panique grandissante. « Non, je ne peux plus rien accepter des comptes de l'école. Il pose déjà des questions sur les derniers virements, et la banque a signalé ma tentative de retrait d'argent. » Une autre réponse inaudible. « Comment ça, attendre? Attendre quoi? Qu'il nous arrête? Je vous le dis, il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas de la malchance. Quelqu'un nous cherche. » Dorerick ressentit une satisfaction sombre. La paranoïa de Riley était tout à fait justifiée, mais elle ne l'aiderait pas maintenant. Phase 3, annonça Derek à Nat. Il est temps de passer à l'action. Ce soir-là, Mélanie reçut un colis anonyme à son domicile. À l'intérieur se trouvait un seul objet. L'alliance de Derek tachée de ce qui semblait être du sang, enveloppée dans un mot écrit en lettres capitales. Respirant encore, Dorerick observa depuis sa position de surveillance Mélanie ouvrir le colis dans sa cuisine. Son visage perdit toute couleur tandis qu'elle brandissait la bague, examinant les taches avec une horreur grandissante. Ses mains tremblaient tandis qu'elle attrapait son téléphone et composait rapidement le numéro de Riley. « Quelque chose ne va pas, murmura-t-elle lorsqu'il répondit. « Vraiment pas, viens ici tout de suite. » Riley arriva dans les 20 minutes, et Dorerick avait enregistré toute leur conversation. « C'est impossible, » dit Riley en examinant la bague. Je l'ai regardé sortir son corps du camion. Il était inconscient, respirant à peine. Les médecins dirent, « Je me fiche de ce qu'il a dit. » La voix de Mélanie était cinglante de panique. « C'est sa bague. Je l'ai achetée il y a 15 ans. Je connais chaque égratignure, et c'est du vrai sang. » Alors, qu'est-ce que tu dis? Qu'il a survécu? Qu'il se moque de nous? Je dis qu'on doit disparaître ce soir. Prendre tout l'argent qu'on peut et quitter l'État. Avec quel argent? Quelqu'un a vidé mes comptes. Tous. J'ai peut-être $3000 en liquide. Dorerick sourit en écoutant leur désespoir grandissant. Deux prédateurs s'en prenaient l'un à l'autre sous le poids de leur propre culpabilité. C'est ta faute, continua Mélanie. Tu as insisté pour qu'on aille trop vite, qu'on prenne trop de risques. Maintenant, regarde où on en est. Faute? C'est toi qui as voulu l'éliminer au lieu de divorcer. C'est toi qui as dit qu'on avait besoin de l'argent de l'assurance pour vraiment lancer l'affaire. Baisse la voix. Pourquoi? Qui écoute? Ton mari, soi-disant décédé? Le sourire de Derek s'élargit. Malgré leur panique, ils avouaient encore leur tentative d'élimination. Chaque mot était enregistré, horodaté et préparé pour une éventuelle utilisation au tribunal. Je m'en vais, annonça Riley. Ce soir. Tu peux venir avec moi ou pas, mais je ne reste pas pour voir comment ça se passe. Tu ne peux pas partir. On est partenaires. On n'essaie pas de se débarrasser des biens de l'autre sans permission.
On ne falsifie pas les documents d'assurance. On ne se laisse pas les mains vides quand les choses tournent mal. Dororik entendit des pas, une porte qui claquait, un moteur qui démarrait. Riley courait, ce qui signifiait que Mélanie était maintenant complètement seule. Parfait. Mélanie Vaughn était assise dans sa cuisine parfaite, entourée de fleurs de condoléances et de plats en cocotte. Des voisins bien intentionnés, fixant l'alliance tachée de sang de son mari. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident de Dororik, et le monde la croyait encore veuve en deuil, luttant pour reconstruire sa vie. La vérité était bien plus complexe. Madame Vaughn, la voix était celle de l'inspectrice Sarah Chen, chargée d'enquêter sur les circonstances de l'accident de Derek. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de passer. J'ai quelques questions complémentaires. Mélanie glissa la bague dans sa poche et força son visage à afficher une expression de coopération lasse. Bien sûr, inspecteur. Que puis-je faire pour vous aider? L'inspectrice Chen était plus jeune que Mélanie ne l'avait imaginé, avec un regard perçant qui semblait cataloguer chaque détail de la maison impeccable. Je sais que c'est difficile, mais je dois clarifier certains détails concernant le matin du départ de votre mari pour la station. Je vous ai déjà raconté tout ce dont je me souviens, répondit Mélanie en conduisant Chen dans le salon. Dororik était impatient de partir en week-end. Il est parti vers 9h30, disant qu'il me verrait à l'hôtel avant midi. Juste à ce moment-là, Chen a consulté son carnet. L'hôtel n'a aucune trace de réservation à votre nom ou à celui de votre mari. En fait, ils étaient complets ce week-end-là, et ce depuis des mois. Mélanie a senti son sang-froid s'effondrer un instant avant de se reprendre. Ça doit être une erreur. C'est moi qui ai fait ces réservations. Avez-vous un numéro de confirmation, un reçu par email, un relevé de carte de crédit indiquant le débit? J'ai réglé ça par téléphone. Ils ont dit qu'ils m'enverraient la confirmation par email, mais Mélanie a fait un geste d'impuissance. Avec tout ce qui s'est passé, je n'ai pas vérifié mes emails attentivement. L'inspectrice Chen a pris note. Nous aurons besoin de voir ces enregistrements quand vous les trouverez. J'ai aussi visionné les images de sécurité du trajet de votre mari. Quelque chose d'intéressant. Les caméras montrent son camion quittant la ville à 9h45, mais il y a un trou dans les images entre le kilomètre 37 et le kilomètre 41. Je ne comprends pas quel genre de trou. Le genre qui suggère que quelqu'un savait exactement où étaient positionnées les caméras et comment les éviter. Le regard de Chen était fixe, scrutant. Madame Bon, y a-t-il une raison pour laquelle votre mari aurait pris un itinéraire différent de celui qu'il vous a indiqué? L'esprit de Mélanie s'emballa. Ça ne se passait pas comme prévu. L'enquête était censée être de routine. L'accident fut jugé accidentel en quelques jours. Derek était très méthodique dans ses itinéraires. S'il avait dit qu'il prenait la route principale, c'est ce qu'il aurait fait. C'est ce qui m'inquiète, car le lieu de l'accident se trouve à 24 km de la route principale, sur une voie de service qui ne mène à aucun centre de villégiature. Une voie de service que votre mari n'aurait aucune raison de connaître s'il n'y était jamais allé auparavant. Peut-être s'est-il perdu. A-t-il pris le mauvais chemin? L'inspecteur Chen se pencha légèrement en avant. Madame Vaughn, votre mari est un ancien sergent de l'armée avec une formation approfondie en navigation. Il ne se perd pas, ce qui signifie soit que quelqu'un l'a dirigé vers cet endroit, soit qu'il s'y est rendu délibérément. Avant que Mélanie puisse répondre, son téléphone sonna. L'afficheur affichait le numéro de Riley et elle sentit sa tension monter en flèche. Excusez-moi, dit-elle à Chen. Je dois prendre ça. Mélanie, ne parlez à aucun policier sans la présence d'un avocat. La voix de Riley était tendue par la panique. Ils ont gelé tous mes comptes bancaires, et une sorte d'enquête fédérale est en cours. Je ne peux pas parler maintenant, dit Mélanie, consciente de l'attention de l'inspecteur Chen. Puis-je vous rappeler? Non, vous ne pouvez pas me rappeler. Je suis à l'aéroport. Je quitte le pays. Tout est en train de s'écrouler, et je ne vais pas en prison pour vos manigances. La ligne fut coupée. Mélanie fixa le téléphone, réalisant que son partenaire venait de l'abandonner et qu'elle devait affronter seule les conséquences. Mauvaise nouvelle? Demanda l'inspecteur Chen avec compassion. Problème professionnel. Le programme de cheerleading est en difficulté sans le soutien de Derek. Mélanie força ses larmes à monter aux yeux. Tout est tellement accablant en ce moment. Je comprends. Cela doit être incroyablement difficile. Chen se leva, mais son expression resta professionnelle plutôt que compatissante.
Une dernière question, si vous le permettez. La police d'assurance vie de votre mari. Quand avez-vous augmenté le montant de la couverture exactement? Mélanie sentit le monde basculer légèrement. Je suis désolé. La police indique une modification récente qui a entraîné la couverture totale est passée à 500 000 $. C'est une augmentation significative par rapport aux 50 000 $ initiaux. Quand avez-vous pris cette décision, vous et votre mari? Je ne suis pas sûr de me souvenir de la date exacte à laquelle Derek s'est occupé de la plupart de nos questions financières. C'est intéressant, car la compagnie d'assurance n'a aucune trace de la signature de votre mari. En fait, il suggère que la signature pourrait avoir été falsifiée. La façade de Mélanie a finalement cédé. M'accusez-vous de quelque chose, inspecteur? Je n'accuse personne pour l'instant, mais je dirais ceci, l'accident de votre mari semble de moins en moins accidentel, et les circonstances financières entourant sa disparition soulèvent de sérieuses questions. Après le départ de l'inspecteur Chen, Mélanie était assise seule dans sa cuisine, entourée des ornements de son mensonge soigneusement élaborés. Les fleurs de condoléances semblaient maintenant se moquer d'elle, et les plats en cocotte semblaient la preuve de sa tromperie. Elle sortit de nouveau la bague de Derrick, examinant les taches de sang. Du vrai sang. Mais si Derrick était mort, comment quelqu'un avait-il pu le retrouver? Sa bague? Et s'il n'était pas mort, le téléphone de Mélanie vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui parvint. Vérifiez vos emails. Les doigts tremblants, elle ouvrit son ordinateur portable et accéda à sa messagerie personnelle. Le message était simple, sans aucune information permettant de l'identifier. Lancez la vidéo. Le fichier joint contenait 23 minutes d'images de sécurité filmées à différents endroits de la ville. Mélanie regarda, avec une horreur croissante, la vidéo montrait en détail sa liaison avec Riley. Entrée au motel, sortie de l'école ensemble, rencontre dans des lieux isolés. Les horodatage prouvaient qu'ils mentaient sur leur réunion d'affaires depuis des mois. Mais les images les plus accablantes arrivèrent à la fin, des enregistrements audio de leur conversation sur l'élimination de Derek, le vol des fonds de l'école et la perception de l'argent de l'assurance. La dernière image était une photo de Derek, bien vivant, debout dans ce qui semblait être une salle d'audience. Sous l'image, une seule ligne de texte indiquait « À bientôt au tribunal ». Mélanie claqua l'ordinateur portable, les mains tremblant de façon incontrôlable. Derek était vivant. Non seulement vivant, mais il les avait observés, enregistrés, rassemblé des preuves de leurs crimes, et maintenant il venait les chercher. Son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, l'afficheur affichait un numéro qu'elle reconnaissait. Le portable de Derrick, celui qui avait soi-disant été détruit dans l'accident. Bonjour, Mélanie. La voix de Derrick était calme, posée et absolument terrifiante. Derek, où es-tu? Je suis exactement là où je dois être. La question est, où seras-tu quand tout ça éclatera? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si. Tu sais exactement de quoi je parle. L'affaire, l'argent volé, les faux papiers d'assurance, les bris de sabotage. Tout ça. L'esprit de Mélanie tournoyait. Les bris de sabotage. Tu pensais vraiment que je ne remarquerais pas que je n'inspecterais pas mon propre véhicule avant de le conduire en montagne? Tu n'es pas aussi intelligent que tu le penses, Derek. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Pas besoin d'explication. J'ai tout entendu. Ta voix est partout dans les enregistrements où l'on parle de mon élimination. Celle de Riley aussi, d'ailleurs. Je comprends qu'il tente de fuir le pays en ce moment même. Que veux-tu? Le rire de Derrick était froid et vide. Justice, pleine responsabilité, la révélation publique de tout ce que tu as fait et la destruction totale de la vie que tu as essayé de construire sur ma tombe. Derek, je t'aime. Tout cela n'était qu'une erreur. Un moment d'erreur de jugement. On peut arranger ça. Amour. La voix de Derrick exprimait 15 ans de trahison et de déception. Tu ne m'aimes pas, Mélanie. Tu ne m'as jamais aimé. Je n'étais qu'un confort, un tremplin vers la vie que tu pensais mériter. Mais voilà le problème avec les tremplins. Parfois, ils se retournent. La ligne fut coupée. Mélanie fixa le téléphone, réalisant que son plan parfait était devenu son cauchemar parfait. Derek n'était pas seulement vivant. Il avait 3 longueurs d'avance sur elle et il avait des preuves de tout. Dehors, elle entendit des voitures s'engager dans son allée. Par la fenêtre, elle vit l'inspecteur Chen revenir avec des renforts,
des agents fédéraux et ce qui semblait être un mandat. Son téléphone vibra, un dernier coup. Texte. Tu voulais être veuve. Félicitations. Tu viens de le devenir. La vie parfaite de Mélanie Vaughn allait devenir publique, très vite, et définitivement détruite. L'arrestation était le cauchemar de Mélanie. Pire encore, des agents fédéraux ont investi sa maison à l'aube, exécutant des mandats de perquisition qui semblaient couvrir tous les aspects de son existence. Ils ont saisi des ordinateurs, des dossiers financiers, des téléphones et même l'alliance ensanglantée qu'elle avait cachée dans sa boîte à bijoux. Rurik observait la scène depuis un véhicule de surveillance garé à 3 pâtés de maison, enfin prêt à se révéler au monde. Après 6 semaines de mort légale, l'heure était venue pour sa résurrection. « Tu es sûr de ça ?» demanda Nat en ajustant l'équipement radio qui diffuserait la déclaration de Derek en direct sur 3 chaînes d'information. « Une fois que tu es rendu public, tu ne peux plus revenir en arrière. Ton ancienne vie est terminée de toute façon. » « Mon ancienne vie a pris fin le jour où elle a décidé de m'éliminer, » répondit Derek en vérifiant une dernière fois son apparence. Il avait perdu du poids pendant ces semaines clandestines, et le stress avait creusé des rides autour de ses yeux. Il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme qui avait traversé l'enfer et en était ressorti plus fort. De plus, continua Rurik, je veux qu'elle voie mon visage quand ils liront les accusations. Le cirque médiatique était exactement ce que Derek avait prédit et prévu. 3 chaînes de télévision, 2 journaux et une foule croissante de voisins et de curieux encerclaient la maison des Vaughn tandis que Mélanie était emmenée menottée. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en bataille, ses vêtements de marque froissés par le stress de l'interrogatoire. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une prédatrice prise à son propre piège. Voici Sarah Martinez, en direct de Pineview, où ce qui semblait être un tragique accident est devenu l'une des affaires criminelles les plus choquantes de l'histoire de l'État. Annonça le journaliste de Channel 7 tandis que son caméraman filmait la promenade du suspect de Mélanie. Mélanie Vaughn, la femme qui a suscité la sympathie de la communauté en tant que veuve endeuillée de l'éducateur bien-aimé Derek Vaughn, a été arrêtée pour complot en vue d'éliminer, fraude à l'assurance, détournement de fonds et, par un retournement de situation inattendu, tentative d'éliminer un conjoint pourtant bien vivant. Derek est sorti de son véhicule de surveillance et s'est dirigé droit vers les caméras. La foule a eu le souffle coupé en le reconnaissant, plusieurs personnes trébuchant en arrière sous le choc. Derek Vaughn, a-t-il annoncé calmement au journaliste le plus proche. Je crois que vous avez des questions à me poser. L'engouement médiatique a été immédiat et accablant. Les journalistes se sont interpellés. Les flashs des caméras ont clignoté en continu et la foule s'est resserrée malgré les tentatives de la police pour maintenir l'ordre. Monsieur Vaughn, comment avez-vous survécu à l'accident? Étiez-vous au courant des projets de votre femme? Depuis combien de temps êtes-vous en vie? Derek a levé la main et la foule s'est tue avec une discipline surprenante. Lorsqu'il a pris la parole, sa voix portait l'autorité de sa formation militaire et le poids de ses récentes expériences. Il y a 6 semaines, j'ai découvert que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 15 ans, entretenait une liaison avec mon collègue, détournait des fonds de notre district scolaire et planifiait ma mort pour toucher l'argent de son assurance vie. Ses propos étaient mesurés, factuels et accablants. J'ai également découvert qu'elle avait falsifié des documents d'assurance et créé de faux dossiers médicaux pour étayer son plan. Il a marqué une pause, le temps d'assimiler l'information. Plutôt que de l'affronter directement, j'ai choisi de rassembler des preuves pour que justice soit rendue de manière appropriée et complète. L'accident que vous pensiez tous avoir tué a été soigneusement mis en scène pour protéger ma vie tout en lui permettant de révéler l'étendue de son comportement criminel. Mais le corps à l'hôpital, a commencé un journaliste, était une simulation sophistiquée conçue pour donner à ma femme suffisamment de cordes pour se pendre, a répondu Rurik. Chaque conversation qu'elle a eue avec son partenaire, chaque transaction financière, chaque mensonge qu'elle a raconté à vos caméras, tout a été enregistré et documenté. Rurik a regardé directement la caméra principale, sachant que Mélanie regardait probablement depuis sa cellule. Pendant 6 semaines, cette communauté a soutenu ce qu'elle croyait être une veuve en deuil. Ils ont donné de l'argent, du temps et un soutien émotionnel à quelqu'un qui célébrait ma disparition supposée et comptait en tirer profit. Ce niveau de trahison ne me fait pas seulement du mal, il fait du mal à tous ceux qui ont essayé de l'aider. Et maintenant, demanda Sarah Martinez. Le sourire de Rurik était froid, satisfait. Maintenant, laissons la justice faire ce que je ne pouvais pas faire seul, faire en sorte que justice soit rendue pleinement et publiquement. Riley West avait atteint l'aéroport international de Denver avant que les pièges soigneusement tendus par Rurik ne se déclenchent.
Alors qu'il se tenait dans la file d'attente du contrôle de sécurité avec son sac préparé à la hâte et un aller simple pour le Mexique, des agents fédéraux s'approchèrent des deux côtés. Riley West. L'agent principal exhiba son badge avec un manque de pratique. FBI, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une élimination, détournement de fonds, fraude électronique et complot en vue d'escroquer une compagnie d'assurance. Le visage de Riley devint blanc tandis que les menottes claquaient autour de ses poignets. Autour de lui, d'autres voyageurs le fixaient du regard et chuchotaient, certains filmant avec leur téléphone. En quelques heures, les images de son arrestation allaient faire le buzz sur les réseaux sociaux, tout comme la résurrection de Derek. C'est une erreur, protesta Riley tandis qu'il l'emmenait. Je suivais simplement les instructions de Mélanie. Elle a tout planifié. Je gardais ça pour votre avocat, lui conseilla l'agent. Vous aurez tout le temps d'expliquer votre version des faits. De retour à Pineview, Derek vivait sa propre résurrection en parcourant les couloirs du lycée pour la première fois depuis sa disparition simulée. Élèves et professeurs s'arrêtèrent pour le regarder, certains s'approchant les larmes aux yeux, d'autres gardant une distance respectueuse tandis que la nouvelle du scandale se répandait. Derek. La directrice Martinez apparut à ses côtés, le visage exprimant un mélange de soulagement et d'épuisement. Dieu merci, vous êtes en vie, mais que diable s'est-il passé? La moitié de mon département des sports fait l'objet d'une enquête. Les parents exigent des réponses, et le conseil scolaire parle d'une restructuration complète. Derek s'arrêta de marcher et se tourna vers elle. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez embauché des gens sans vérifier leurs antécédents ni surveiller leurs activités. Mélanie a volé plus de 200 000 $ sur les comptes d'activité des élèves au cours des 2 dernières années. Riley l'a aidé à brouiller les pistes en falsifiant les rapports du département des sports, et tous deux utilisaient les biens de l'école pour mener leur affaire et planifier leurs crimes. Le visage de Martinez pâlissait à chaque révélation. 200 000. Derek, si ça se sait, c'est déjà connu. Le FBI possède des dossiers financiers complets remontant à 3 ans. Chaque transaction, chaque signature contrefaite, chaque rapport frauduleux. La voix de Derek était pragmatique et professionnelle. La question n'est pas de savoir si cela va détruire le programme sportif. La question est de savoir si vous souhaitez coopérer à l'enquête ou être emporté avec le reste de la corruption. Que voulez-vous de moi? Un accès complet à tous les dossiers financiers, dossiers personnels et vidéos de sécurité. Une coopération totale avec les enquêteurs fédéraux. Et une déclaration publique reconnaissant que l'école a failli à ses responsabilités de surveillance. Derek se remit à marcher, laissant Martinez contempler la ruine de sa carrière. Il n'avait aucune sympathie pour les administrateurs qui ignoraient les signes avant-coureurs évidents pour maintenir de belles apparences. Au bureau des sports, son ancien domaine, Derek démantelait méthodiquement des années de manipulation financière minutieuse. Les tableurs couvraient toute la surface disponible, et les informaticiens étaient extraction de données des serveurs et des disques de sauvegarde. Monsieur Von, l'agent Jennifer Walsh, leva les yeux d'une pile de relevés bancaires. Votre aide pour interpréter certaines de ces transactions serait bienvenue. Votre femme et son partenaire ont fait preuve d'une créativité remarquable dans leur comptabilité. Derek étudia les documents et reconnut immédiatement les comptes et les signatures. Celui-ci, c'est l'argent de la collecte de fonds du club de supporters du printemps dernier. Il était censé servir à acheter du nouveau matériel pour le programme de baseball. D'après ces documents, il a été versé à une entreprise appelée Mountain Athletic Supply, qui n'existe pas. Il créa de fausses factures et de faux bons de commande, puis transféra l'argent sur des comptes qu'il contrôlait. Derek désigna une autre écriture. Cette transaction était censée concerner les frais de compétition des cheerleaders. En fait, elle a financé leur week-end à Denver. L'agent Walsh prit des notes tandis que Derek expliquait chaque écriture frauduleuse. Le schéma était clair, un vol systématique déguisé en dépenses sportives légitimes, Riley fournissant son expertise technique et Mélanie un accès administratif. Depuis combien de temps soupçonnez-vous un problème? Demanda Walsh. Derek réfléchit attentivement à la question. Avec le recul, probablement des mois. Petites incohérences, budget des manquements absurdes, des commandes de matériel jamais arrivées. Mais j'avais confiance en ma femme et mon assistante. Je pensais être paranoïaque. Cette confiance a failli te faire éliminer. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je ne referai pas cette erreur. Le téléphone de Derek vibra, son avocat, un avocat pénaliste recommandé par Nat, spécialisé dans les affaires impliquant la coopération des forces de l'ordre, m'a contacté. Derek,
nous devons discuter de votre stratégie de témoignage, a déclaré l'avocat Davis sans préambule. L'accusation veut que vous témoigniez aux deux procès, et elle vous offre l'immunité en échange d'une coopération totale. Je n'ai pas besoin d'immunité. Je n'ai commis aucun crime. En fait, si. Mettre en scène sa propre mort, même temporairement, constitue une fraude. Déposer de faux rapports de police est un crime, et certaines de vos activités de surveillance étaient juridiquement contestables. Derek marqua une pause, réfléchissant aux implications. Que propose-t-il? Une immunité totale pour toutes les accusations liées à vos activités d'enquête, plus une protection des témoins si vous pensez qu'un danger persiste. En échange, vous fournissez un témoignage complet sur tout ce dont vous avez été témoin et enregistré. Et si je refuse, vous risquez des poursuites pour obstruction à la justice, fraude et potentiellement complicité si la défense parvient à convaincre un jury que vous avez facilité leur crime en ne les signalant pas immédiatement. Derek comprenait le jeu. L'accusation avait besoin de son témoignage pour garantir sa condamnation, mais elle devait aussi neutraliser tout argument de la défense selon lequel il aurait piégé sa femme et Riley. Je coopérerai, dit finalement Derek. Mais je veux l'assurance que leurs crimes seront poursuivis dans leur intégralité. Pas d'accord de plaidoyer qui leur permettrait de s'en tirer avec des peines minimales. Je verrai ce que je peux arranger. Ce soir-là, Derek était assis dans sa maison vide, celle-là même où il avait découvert la trahison de Melanie, où il avait planifié sa réponse, où il était passé du statut de mari confiant à celui d'adversaire calculateur. Les meubles étaient les mêmes. Les photos étaient toujours accrochées au mur, mais tout semblait différent. Il était différent. Son téléphone sonna. L'afficheur indiquait un numéro qu'il ne reconnaissait pas, mais Dororik avait appris à se méfier des inconnus. Derek Vaughan. Monsieur Vaughan, ici Linda Chen de Channel 7 News. Je sais que c'est une période difficile, mais nous aimerions vous offrir l'opportunité de raconter votre histoire en entier, une interview exclusive où vous pourrez expliquer tout ce qui s'est passé. Derek a réfléchi à l'offre. La sympathie du public était indéniable pour lui, mais l'attention des médias était une arme à double tranchant. Quel genre d'interview? 1 heure de prime time. Aucune question interdite. Vous pourrez expliquer comment vous avez découvert le complot, comment vous avez planifié votre réponse et ce que vous espérez voir arriver à ceux qui vous ont trahi. J'y réfléchirai. Monsieur Vaughan, je sais que cela peut paraître risqué. Présomptueux, mais le public est fasciné par votre histoire. Un homme qui a refusé d'être victimisé, qui a renversé la situation face à ceux qui cherchaient à le détruire. C'est le genre d'histoire de justice que les gens ont besoin d'entendre. Après avoir raccroché, Dororik a lentement parcouru sa maison, cataloguant mentalement les objets ayant une réelle valeur sentimentale et ceux qui n'étaient que des accessoires dans la célébration de son ancien mariage. La plupart de ces objets devraient disparaître. Trop de souvenirs, trop d'histoires empoisonnées par la trahison. Mais d'abord, il y avait des procès à endurer, des témoignages à rendre et la justice à rendre. Derek Vaughan avait été déclaré décédé 6 semaines auparavant. L'homme qui est sorti de cette expérience était quelqu'un de complètement différent. Quelqu'un qui comprenait que la confiance était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre et que la justice était une chose pour laquelle il fallait se battre personnellement. Demain, il entamerait le processus de reconstruction de sa vie. Ce soir, il se préparerait à la guerre. 6 mois plus tard, le palais de justice du comté d'Arabjo vibrait d'une énergie habituellement réservée aux procès de célébrités ou aux scandales politiques retentissants. L'affaire Colorado contre Melanie Vaughan avait l'affaire à capter l'attention nationale, en partie à cause des circonstances étranges, mais surtout parce qu'elle représentait le cauchemar de tout conjoint. La personne en qui vous aviez le plus confiance, planifiant systématiquement votre destruction. Derek était assis dans la salle d'attente des témoins, relisant une dernière fois ses notes de témoignage. Il avait perdu 13 kilos depuis le début des préparatifs du procès, le stress et l'attention médiatique constante ayant des conséquences néfastes malgré sa formation militaire. Mais sa détermination n'avait fait que se renforcer. Derek. La procureure adjointe Jennifer Morrison est apparue à ses côtés. Elle était jeune pour une affaire aussi médiatisée, mais Dororik avait été impressionné par sa préparation méticuleuse et son engagement évident pour la justice. Nous sommes prêts pour vous. La salle d'audience était bondée, avec des sièges supplémentaires réservés aux représentants des médias et aux membres du public qui avaient suivi l'affaire avec obsession. Dororik reconnut de nombreux visages de Pineview. D'anciens collègues, des élèves, des parents qui avaient soutenu Mélanie dans son rôle de veuve endeuillée. Mélanie était assise à la table de l'accusé, vêtue d'un tailleur bleu marine classique.
Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière. Elle avait également perdu du poids, et le stress l'avait visiblement vieilli. Quand Dororik entra dans la salle d'audience, elle leva brièvement les yeux, leurs regards se croisant pour la première fois depuis sa résurrection. La haine et le désespoir qu'il y vit confirmèrent que tout amour entre eux était mort bien avant sa mort simulée. L'accusation appela Derek Vaughan à la barre. Derek se dirigea d'un pas ferme vers le box des témoins, leva la main droite et jura de dire la vérité. Après 15 ans de mariage bâti sur le mensonge et la manipulation, l'ironie ne lui échappa pas. Monsieur Vonada Morrison commença, veuillez raconter au tribunal ce qui s'est passé le matin du 15 juin, lorsque vous avez découvert les documents d'assurance dans le bureau de votre femme. Le témoignage de Derek fut méthodique, détaillé et accablant. Il décrivit la découverte des faux papiers, la découverte de la liaison grâce aux images de surveillance, l'enregistrement des conversations entre Mélanie et Riley au sujet de son élimination planifiée. Il expliqua sa décision de simuler sa propre mort plutôt que de les affronter directement. Pourquoi n'avez-vous pas simplement demandé le divorce lorsque vous avez découvert la liaison, demanda Morrison. Parce que j'ai compris que cette liaison n'était qu'un élément d'un complot criminel plus vaste, répondit Derek. Sa voix était ferme et claire. Il ne trahissait pas seulement mon mariage. Il volait le district scolaire, escroquait les compagnies d'assurance et planifiait ma disparition pour en tirer un profit financier. Un divorce n'aurait pas permis de combler l'ampleur de leurs crimes ni de protéger les futures victimes. Les futures victimes. Les élèves dont ils avaient volé les frais d'inscription, la compagnie d'assurance qu'ils escroquaient, les membres de la communauté qui avaient fait des dons en croyant aider une veuve en deuil, et potentiellement d'autres conjoints s'ils avaient réussi à s'en sortir. Morrison a présenté des preuves systématiquement, enregistrements audio, dossiers financiers, images de surveillance, témoignages d'experts sur les faux documents. Chaque élément dressait un tableau accablant de préméditation et de mépris total pour la vie humaine. Monsieur Vaughan, je vais vous faire écouter un enregistrement du 20 juin, environ une semaine avant votre accident simulé. Il s'agit d'une conversation entre votre femme et Riley West dans le couloir de l'école après les cours. Le silence s'est installé dans la salle d'audience lorsque la voix de Mélanie a résonné. Dororik a cette assurance vie datant de l'époque où il était dans l'armée. Un demi-million. Des dollars. Et avec son syndrome de stress post-traumatique et ses maux de tête, eh bien, les accidents arrivent. Plusieurs jurés ont visiblement réagi, et Dororik a vu une femme se couvrir la bouche d'horreur. Dans la galerie, les gens ont tremblé, mal à l'aise, en entendant Mélanie discuter nonchalamment de son élimination. C'est la voix de ma femme, a confirmé Derek à la fin de l'enregistrement. Elle parlait de mes projets de mort comme si elle parlait de ses projets de week-end. Le contre-interrogatoire était brutal, mais prévisible. L'avocat de Mélanie, Robert Kingston, était un spécialiste très rémunérateur des affaires de violence conjugale, dont la stratégie consistait à dépeindre Derek comme un mari autoritaire et manipulateur qui poussait sa femme à des mesures désespérées. Monsieur Vaughan, n'est-il pas vrai que vous avez installé un système de surveillance dans les affaires personnelles de votre femme à son insu et sans son consentement? Oui. Et que vous avez suivi ses déplacements grâce au GPS? Oui. Vous avez enregistré des conversations privées? Oui. Et que vous avez mis en scène une tromperie élaborée qui a causé à votre femme un traumatisme émotionnel important. Derek marqua une pause, soutenant directement le regard de Kingston. J'ai documenté des preuves de crime. Des complots étaient ourdis contre moi et d'autres. J'ai utilisé des techniques de surveillance pour rassembler des preuves qui tiendraient devant un tribunal. Et oui, j'ai mis en scène ma disparition pour protéger ma vie et permettre aux criminels de révéler toute l'étendue de leur complot. Mais vous avez fait vivre à votre femme des semaines durant lesquelles elle vous a cru mort ou agonisant. Ma femme s'est infligée cette épreuve en tentant de m'éliminer pour l'argent de l'assurance. Je lui ai simplement donné l'occasion de démontrer la véritable profondeur de ses intentions criminelles. Kingston a insisté, essayant de dépeindre Derek comme vindicatif et obsessionnel, mais les preuves étaient accablantes, et le calme et le professionnalisme de Dororik contrastaient fortement avec les manigances désespérées révélées par les enregistrements. Monsieur Vaughan, regrettez-vous vos actes? Derek a réfléchi attentivement à la question, conscient que sa réponse influencerait probablement la perception publique de l'affaire. Je regrette d'avoir fait confiance à des personnes qui trahissaient systématiquement cette confiance. Je regrette de ne pas avoir détecté les signes avant-coureurs plus tôt, ce qui aurait pu éviter une partie des dommages financiers causés au district scolaire. Et je regrette que 2 personnes qui me sont chères aient choisi de chercher des solutions pénales au lieu de simplement demander le divorce. Mais vous ne regrettez pas la tromperie que vous avez perpétrée?
Non. Cette tromperie m'a sauvé la vie et a révélé des crimes qui auraient continué indéfiniment. Dans les mêmes circonstances, je ferai les mêmes choix. À la fin du témoignage de Dororik, la salle d'audience bourdonnait de conversations malgré les rappels à l'ordre du juge. Il avait témoigné 6 heures sur 2 jours, et son récit était cohérent, détaillé et entièrement corroboré par des preuves matérielles. En quittant le box des témoins, Dororik aperçut Riley West assis, enchaîné, à la table de son propre accusé. Le procès de Riley commencerait la semaine suivante, mais son avocat avait déjà indiqué qu'il témoignerait contre Mélanie en échange d'une réduction de peine. L'honneur entre voleurs, songea Dororik, n'était apparemment qu'un mythe parmi tant d'autres. À l'extérieur du tribunal, Dororik se retrouva face à un flot de représentants des médias et de curieux. Les questions fusaient, mais il avait appris à gérer les conférences de presse avec la même discipline qu'il mettait en tout le reste. Monsieur Vaughn, que pensez-vous de la stratégie de défense de votre femme? La défense fait son travail, qui consiste à représenter son client avec zèle et dans les limites de la loi. Mais aucune manœuvre juridique ne peut modifier les preuves ni excuser une tentative d'élimination à des fins lucratives. Pensez-vous qu'elle sera condamnée? Je pense que le jury examinera les preuves et tirera la bonne conclusion. Quelle est la prochaine étape pour vous? Personnellement, Derek marqua une pause, réfléchissant à la quantité de ses projets d'avenir qu'il souhaitait révéler publiquement. Je recommence à zéro. Nouvelle carrière, nouveau lieu de résidence, nouvelle vie. La personne que j'étais il y a 6 mois faisait trop facilement confiance et ignorait les signes avant-coureurs qui auraient dû être évidents. La personne que je suis aujourd'hui ne commettra pas ces erreurs. Un message pour les autres conjoints qui pourraient se trouver dans une situation similaire? Fiez-vous à votre instinct. Documentez tout et rappelez-vous que la personne qui dort à côté de vous pourrait être capable de choses que vous ne pouvez imaginer. Protégez-vous en conséquence. En quittant le tribunal, Derek sentit le poids de la finalité s'abattre sur lui. Dans 3 semaines, le jury délibérerait et rendrait son verdict. Puis le procès de Riley commencerait. Le procès commençait, suivi de la condamnation, des appels et du lent processus judiciaire. Mais pour Derek, le véritable procès était terminé. Il avait prouvé que le mal ne gagne pas toujours, que les innocents ne restent pas toujours victimes et que parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à faire en sorte que la vérité soit révélée complètement et publiquement. Mélanie Vaughn avait souhaité être veuve. Au lieu de cela, elle était devenue une criminelle condamnée. Derek considérait cela comme un juste échange. Épilogue, un nouveau départ. 1 an plus tard, Derek Vaughn se tenait dans la salle de conférence du cabinet d'enquêteurs privés Peterson & Associates, examinant des dossiers qui lui auraient été impensables 18 mois plus tôt. Espionnage industriel, enquête matrimoniale, fraude à l'assurance, le genre de travail qui exigeait les compétences exactes qu'il avait développées au cours de son cauchemar personnel. L'affaire Henderson vient d'être réglée, annonça sa partenaire Sarah Peterson en entrant avec un café et un air satisfait. Il s'avère que votre travail de surveillance était exactement ce dont ils avaient besoin pour prouver la fraude aux accidents du travail. Cela représente 150 000 $ de dommages et intérêts récupérés. Derek hocha la tête et mit à jour son journal de bord. Le travail était satisfaisant d'une manière que sa carrière précédente n'avait jamais été. Chaque fraudeur appris, chaque programme exposé, chaque criminel tenu responsable se sentait comme une justice non seulement pour ses clients, mais pour tous ceux qui avaient déjà été trahis par quelqu'un de confiance. Schéma de piégeage élaboré. Des fonds volés et mis en œuvre de nouvelles procédures de surveillance. Mélanie, apparemment, qui a continué à maintenir son innocence malgré des preuves écrasantes. La porte du bureau de Dororik s'est ouverte et Nat Preston est entré en portant un dossier de fichiers épais. Nat avait quitté son poste d'analyste de cybercriminalité 6 mois plus tôt pour rejoindre l'entreprise de Dororik, apportant une expertise technique qui a rendu leurs enquêtes pratiquement imparables. Nouveau cas, a annoncé Nat, abandonnant le dossier sur le bureau de Derek. Situation suspecte du conjoint. Le mari pense que sa femme a une liaison et prévoit de nettoyer leur compte avant de demander le divorce. Derek a ouvert le fichier, étudiant les informations préliminaires. Des hommes d'affaires prospères, une femme plus jeune, des changements récents dans le comportement et les modèles financiers. Les panneaux d'avertissement étaient familiers. Manuel même. Quel est ton intestin? Demanda Derek. Configuration classique. Elle a un petit ami sur le côté et il prévoit de disparaître avec tout ce qu'ils peuvent saisir. Le mari est assez intelligent pour remarquer que quelque chose ne va pas, mais pas assez intelligent pour se protéger correctement.
Derek a examiné les états financiers, notant plusieurs drapeaux rouges qui lui ont rappelé sa propre situation. Compte conjoint avec accès à une seule signature, modification récente de l'assurance des bénéficiaires politiques, dépenses inexpliquées déguisées en dépenses commerciales. Organisez une réunion, a décidé Derek, mais assurez-vous qu'il comprend que nous n'allons pas seulement confirmer ses soupçons. Allez documenter tout ce qui pouvait être utilisé dans les procédures judiciaires. La réputation de Derek s'était développée rapidement dans le domaine de l'enquête privée. Les clients lui ont spécifiquement demandé des cas conjugaux complexes, en partie à cause de ses compétences techniques, mais surtout parce qu'il a compris la trahison de l'intérieur. Il savait comment les prédateurs pensaient, comment ils fonctionnaient et, surtout, comment recueillir des preuves qui résisteraient à un examen juridique. Le travail était lucratif, intellectuellement difficile et satisfaisant émotionnellement, mais il était également isolé. Dororik était devenu profondément prudent quant aux relations personnelles, en analysant des partenaires potentiels avec la même approche méthodique qu'il a apportée à ses cas. La confiance, a-t-il appris, était un luxe qui nécessitait une vérification constante. Son secrétaire a bourdonné l'interphone. « Derek, il y a un appel pour vous sur la ligne 3. » Dit qu'il s'agit de l'affaire Vaughn. Derek fronça les sourcils. L'affaire était close depuis des mois. Tous les appels épuisés. Qui est-ce? Journaliste de 60 minutes. Ils veulent faire une histoire de suivi sur la façon dont l'affaire a changé les procédures d'enquête sur la violence domestique. Derek a examiné la demande. Il avait largement évité les apparitions avec les médias depuis le procès, préférant laisser son travail parler de lui-même, mais l'affaire avait en effet changé la façon dont l'application des lois a approché des situations suspectes de conjoints, et la sensibilisation du public aux tactiques de manipulation avait sans aucun doute empêché d'autres tragédies. Dites-leur que je vais le considérer, mais je veux revoir leurs questions de recherche et interviewer à l'avance. Alors que la soirée s'installait, Dororik a enveloppé ses dossiers et est rentré chez lui dans un appartement calme et stérile. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de traces de la vie dans laquelle il croyait autrefois. Mais alors qu'il traversait le centre-ville de Denver, Dororik a passé la publicité billboard qui n'a jamais manqué à l'attention. Le slogan d'une compagnie d'assurance vie promettant la sécurité et la tranquillité d'esprit pour les proches. Le téléphone de Dororik sonna alors qu'il se garait devant son immeuble. L'identifiant de l'appelant a montré un numéro qu'il a reconnu. La détective Sarah Chen, qui avait été promue lieutenant après son travail sur le Vaughn Case. Derek, nous avons une situation qui pourrait vous intéresser. Cas de mort suspecte, mais plus nous enquêtons, plus il ressemble à une fraude à l'assurance. L'histoire de la veuve a plus de trous que le fromage suisse. Derek sourit sinistrement. Envoyez-moi le fichier. Je vais jeter un œil. Déjà fait. Vérifiez votre email. Alors que Dororik a examiné les nouveaux détails sur son téléphone, il a ressenti une augmentation familière de l'intérêt professionnel. Un autre prédateur, un autre programme, une autre occasion de s'assurer que le mal ne prospère pas grâce à une planification minutieuse et à des façades innocentes. Derek Vaughn avait été déclaré décédé il y a 18 mois. L'homme qui a émergé de cette expérience était devenu quelque chose que ses ennemis ne s'attendaient pas. Leur pire cauchemar, déterminé à s'assurer que d'autres prédateurs faisaient face à la même justice qui avait revendiqué sa femme. Ce fut, reflétait Derek, exactement le genre de seconde chance que la plupart des gens n'ont jamais eu. Il avait l'intention d'en tirer le meilleur parti.